Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une opération qui réjouit plus d'un producteur de la région cotonnière de Houndé. La Société des fibres textiles lance le paiement des recettes du coton. 27 000 producteurs passent ainsi à la caisse depuis la veille de Noël. Ils vont se partager plus de 12 milliards et demi de francs CFA. Téléphone au volant, vitesse exagérée, non-respect des feux tricolores. La liste d'infractions est loin d'être exhaustive malgré la sensibilisation des forces de l'ordre. Conséquence, les accidents de la route deviennent chose banale dans nos villes. À Bobo-Dioulasso, les chiffres donnent froid dans le dos. À ce jour, la ville comptabilise 2314 accidents, autant de blessés et une trentaine de décès. L'incivisme routier dans la ville de Sia, c'est le dossier à suivre dans cette édition. Pour la paix et la cohésion sociale, ils ont marché dans les rues de Ouagadougou. Ce 29 décembre, les jeunes de la communauté religieuse Ahmadiyya crient leur attachement à ces valeurs, pas seulement pour le Burkina, mais pour les autres pays membres de la communauté née en Inde. En Égypte, elles ont été rapides et foudroyantes. Les représailles contre l'attaque d'un bus de touristes vendredi font état d'une quarantaine de djihadistes abattus par les forces de sécurité. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a aussi dévoilé le plan d'une série d'attaques qui visaient des lieux stratégiques en cette fin d'année. Bienvenue à tous. Ainsi, depuis le 24 décembre dernier, les producteurs de la région cotonnière de Houndé entrent en possession de leurs recettes. Ils sont 27 000 à se partager une enveloppe de plus de 12 milliards et demi de nos francs. L'opération de la Sofitex est soutenue par ses partenaires financiers. Drissa Traoré et Amadou Lougué nous font le point. Devant le caissier de la banque, ces producteurs reçoivent tour à tour leur paquet de billets de francs CFA, fruit de durs mois de labeur dans la production du coton. On avait peur, la peur de ne pas recevoir notre argent pour faire la fête. Mais nous sommes passés à la caisse aujourd'hui et nous sommes très contents. L'année passée, nous avons eu des impayés. Cette année, en tout cas, ça va. Pour la seule région cotonnière de Houndé, l'enveloppe budgétaire prévue par la Sofitex et ses partenaires financiers s'élève à plus de 12 milliards et demi de francs CFA. C'est même indispensable pour les producteurs aujourd'hui d'avoir des comptes bancaires au regard de la situation que nous vivons. Mais je crois aussi que c'est un mode d'épargne pour eux. Ce premier paiement est un pari réussi par la Sofitex. Plusieurs sociétés coopératives pourront ainsi passer à la caisse. Ces scoops ont produit, ils ont acheminé leur coton et ils ont introduit la demande de paiement. Et Sofitex, naturellement, en accord avec les partenaires banquiers, a organisé cette cérémonie de paiement pour montrer à l'ensemble des producteurs, pour montrer au peuple burkinabé que les dispositions ont été prises pour la mobilisation donc, du crédit de campagne, 144 milliards de francs CFA, à l'effet de faire face à l'ensemble de nos activités de la campagne 2018-2019. Cette année, la Sofitex attend de ses producteurs de la région cotonnière de Houndé 103 000 tonnes de coton graines contre 86 000 tonnes pour la campagne précédente. Et puis, donc, la production cotonnière, si elle connaît une baisse cette année due à des attaques d'organismes nuisibles dans certaines zones. L'usage des pesticides en est une des solutions, mais encore faut-il qu'ils soient de bonne qualité. La 24e session du Comité national de gestion des pesticides s'attaque justement à la fraude dans le milieu. Comment infiltrer le réseau de la circulation, de la commercialisation, mais également de la distribution des pesticides de mauvaise qualité afin d'en minimiser les conséquences. La question est au centre de la rencontre dont voici les enjeux avec Jean-Eudes Bayala et Ini Walkoy Janine Kambiré.
La circulation, la distribution et l'utilisation des pesticides sont de nos jours des préoccupations majeures pour le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Le recours aux herbicides par de nombreux producteurs agricoles pour contrôler les mauvaises herbes est devenu une réalité inquiétante. C'est pourquoi, au titre de l'année 2018, le gouvernement a consenti plus d'1,8 milliard de francs CFA pour l'acquisition des pesticides et de matériel de traitement. Nous conseillons, n'est-ce pas, aux utilisateurs, aux acteurs, non seulement de respecter d'abord la qualité. C'est parce qu'au niveau de la sous-région communautaire, au niveau des sites, au niveau du Burkina, nous avons des réglementations qui exigent, qui orientent les utilisateurs et suivre les paramètres de traitement. Ça, c'est également important parce que vous pouvez avoir des produits de très bonne facture, de très bonne qualité. Si vous les utilisez avec des appareils qui ne sont pas adaptés, vous ne pouvez pas avoir de résultats escomptés. Avec cette 24e session ordinaire qui se tient sous le thème « Lutte contre la fraude, une solution à la gestion sécurisée des pesticides au Burkina Faso », le Comité national de gestion des pesticides reste convaincu qu'avec la collaboration de tous les acteurs impliqués, il parviendra à inverser la situation actuelle et à offrir plus de possibilités d'utilisation des pesticides de bonne qualité aux agriculteurs. Avec plus de 67 milliards de nos francs générés dans l'exportation de l'anacarde en 2016, la filière occupe désormais une place de choix dans le secteur agricole, ce qui justifie la rédaction de sa stratégie nationale de développement. Elle est en cours à Ouagadougou et les acteurs de la filière sont réunis autour d'une même table. La question, c'est pourquoi décider maintenant de se doter d'une stratégie de développement? Élément de réponse avec Moussa Ouedraogo et Ernest Kamiri. La filière anacarde au Burkina Faso, ce sont plus de 67 milliards de francs CFA de recettes d'exportation en 2016. Et pourtant, l'anacarde, troisième produit agricole d'exportation après le coton et le sésame, a mal à sa stratégie de développement. Les acteurs directs ici réunis veulent se doter d'un référentiel unique pour booster et rendre plus compétitive la filière. Depuis longtemps, les acteurs attendaient cela, parce qu'il faut dire que depuis 2007, on travaille avec les partenaires techniques et financiers à booster cette filière, mais sans une stratégie nationale. L'anacarde, quand même, étant un produit d'exportation, il faut qu'il y ait des normes de qualité qui permettent à ce que notre produit à l'extérieur soit très bien apprécié, surtout que nous ne sommes pas les seuls à produire de l'anacarde. Donc c'est tout ça qui fait qu'il était temps que les uns et les autres s'accordent pour que nous allions dans le même sens et que nous puissions avoir une promotion de l'anacarde de qualité. Cet exercice est voulu par le ministère en charge de l'agriculture pour valider le projet de document de la stratégie nationale de développement de la filière dont la vocation première sera entre autres d'encadrer les différentes interventions et surtout d'identifier les leviers à actionner pour booster la filière. Dans la suite de ce journal, la police nationale récompense et ressources humaines. L'institution qui souffle cette année sur 69 bougies reconnaît le mérite de 150 agents avec des médailles d'honneur et des médailles commémoratives. Le fil de la cérémonie avec Issa Kafando et Mounira Kiri. Ils ont toujours répondu présents, de jour comme de nuit, pour le maintien de la paix, de l'ordre public et pour la sécurisation du pays. Aujourd'hui, la nation reconnaît leur mérite. Des médailles d'honneur de la police et des médailles commémoratives leur sont décernées. La médaille commémorative concerne ceux qui ont été dans des missions de maintien de la paix à l'international et qui ont fait preuve de combativité. La médaille d'honneur de la police, elle, vise à récompenser les agents, les cadres qui ont fait preuve de bravoure. 150 récipiendaires distingués pour leur abnégation et leur dévouement au travail, tous fiers et reconnaissants envers la hiérarchie policière. Je suis reconnaissante surtout envers les premiers responsables qui ont eu leur confiance en moi et tous ceux qui ont œuvré aussi afin que je puisse obtenir cette distinction aujourd'hui. Je remercie la hiérarchie qui m'a permis cette autorisation d'aller vivre une autre expérience. Mais je dédie cette médaille à ma famille. À cette occasion, je rends grâce d'abord à Dieu. Ensuite,
la hiérarchie policière qui a pensé à moi et je profite de l'occasion pour dédier cette médaille à tout le monde. Cérémonie sobre au regard du contexte sécuritaire. Les récipiendaires ont une pensée pour leurs camarades au front et le ministre de la Sécurité invite les forces de défense et de sécurité et la population civile à faire preuve de vigilance et à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. De quoi booster l'engagement de ces agents qui nuit et jour invitent au respect strict de la loi et ils ont fort à faire en matière de circulation routière. À ce jour, les statistiques font état de plus de 2300 accidents qui ont entraîné le décès de 31 personnes rien que dans la ville de Sia. Suivez plutôt ce dossier signé Betty Benaon et Mireille Carole Toulma. Issou Foudraogo, élève en classe de première D, victime d'un accident de la circulation dans la nuit du 25 décembre, se remet petit à petit de ses blessures. Je n'ai pas la mémoire fraîche pour parler ça, mais je me souviens qu'on venait, il y a une voiture blanche qui a traversé juste devant nous. Au même moment, la voiture a freiné que nous. Le reste, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ces périodes de fête enregistrent beaucoup d'accidents et les comportements inciviques des usagers de la route y sont pour quelque chose. L'incivisme est de plus en plus grandissant. Malgré nos missions de sensibilisation, les cas que nous avons de facteurs récurrents, alors les tricycles, en termes de surnom, ils ne sont pas vraiment faciles. Les acrobaties et beaucoup d'autres infractions liées au code de la route. Par exemple, si vous prenez la ville de Bobo, ça fait presque 3 ans. Chaque année, on saisit minimum 4 000 à 5 000 engins à 2 roues pour non-respect des signaux routiers et autres infractions connexes. Moi, je pense que c'est des chiffres qui sont très alarmants pour une ville comme Bobo. Les conséquences de ces actes inciviques sont souvent terribles. Les moins chanceux passent de vie à trépas. Pour l'année en cours, nous avons enregistré au premier trimestre 801 accidents constatés, qui ont entraîné le décès de 8 personnes. 855 personnes ont été blessées au cours de ces accidents. Au deuxième trimestre, nous avons enregistré 824 accidents qui ont entraîné le décès de 11 personnes et 829 blessés. Au troisième trimestre, nous avons enregistré 689 accidents constatés et 693 blessés, 12 décès. Donc soit un total pour l'instant, en attendant que nous puissions boucler les statistiques annuelles. Nous sommes à 2314 accidents constatés et 2377 personnes blessées au cours de ces accidents et 31 personnes décédées. Entre mépris et ignorance du code de la route, négligence ou imprudence, certains comportements suscitent tout simplement l'indignation. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. L'absorption d'alcool, par les absorptions de drogue, par la fatigue, le non-port de la ceinture de sécurité, les distances de sécurité. Normalement, vous ne devez pas vous coller côte à côte avec un véhicule. C'est l'impolitesse dans la circulation. Parce que si vous n'êtes pas poli et courtois dans la circulation, c'est vite fait. Vous forcez. En forçant, tu ne maîtrises pas le gabarit de ton véhicule, un accident est vite arrivé. Moi, je pense que ce n'est pas acceptable. Et les gens circulent, surtout la vitesse. Moi, je pense que les gens font trop la vitesse à Bobo. Il y a des panneaux qui sont là. Pas plus de 30 km à l'heure, pas plus de 40 km à l'heure. Mais non, en ville c'est 60, c'est 100. Si toi tu es en vitesse, et à un moment donné, tu fais un accident, tout en te disant que tu es pressé. Trop pressé, arrive tard. La vie n'a pas de prix, a-t-on l'habitude de dire. À chacun donc d'accorder du prix à sa vie et à celle des autres. Et comme le dit un journaliste écrivain burkinabé, la route ne tue pas. Ce sont nos irresponsabilités qui nous assassinent. Et on ne peut pas dire mieux. Alors, comment évolue aujourd'hui, à ce jour, la construction du siège de votre chaîne au cœur des grands événements? Allons à la suite d'une équipe du conseil d'administration. Elle a été conduite sur les lieux donc par le directeur général de la RTB. Les travaux vont bon train et les délais seront respectés. C'est du reste l'assurance donnée aux visiteurs. Le constat avec Roger Cam et Pascal Canet. Aussitôt installé, voici le président du conseil d'administration de la radiodiffusion télévision du Burkina sur les chantiers du futur siège de la RTB.
signe que ce chantier constitue l'un des plus grands dossiers de sa mandature. Ici, les travaux ont bien démarré. Le bâtiment sera disponible dans 24 mois au grand bonheur du premier responsable de la RTB. Il s'agissait de venir avec le conseil d'administration de la RTB et pour faire voir à ce conseil-là la réalité du terrain ici, l'état d'avancement de la construction du siège. Et moi, je suis entièrement satisfait de voir déjà toutes ces grosses machines, les fouilles qui ont commencé. Et comme a dit le technicien, on aura dès janvier les premiers mètres cubes de béton. Et ce projet-là, c'est plus de 700 bureaux qui seront mis à la disposition des agents de la RTB. C'est des studios de radio, de télévision, des salles de spectacle, des studios qui vont permettre de réaliser des tournages pour nos séries. Vous imaginez qu'un directeur général ne peut être que comblé et je rêve de voir ce projet-là se réaliser très rapidement et c'est un délai de 24 mois qui est fixé. En tout cas, on a bon espoir. Selon le chef du projet, toutes les études préliminaires sont bouclées. Des dispositions sont également prises pour un respect strict des délais impartis pour la réalisation de l'infrastructure. Le délai qu'on a donné aux entreprises, c'est 24 mois. On a démarré vraiment dans une certaine confiance. Nous pensons qu'il n'y aura pas, avec le système que nous avons prévu utiliser ici, normalement on doit arriver en fait dans le délai avec tous les ouvrages livrés à bonne date. En faisant des déplacements sur le site, le président du conseil d'administration veut constater l'état d'avancement des travaux, mais surtout attirer l'attention des autorités sur cet important projet de la RTB. C'est une visite des chantiers qui va dans le sens de venir encourager l'entreprise, de constater ce qui est fait sur le terrain. Parce que vous savez que c'est un chantier assez essentiel pour la RTB, la construction du siège donc. Et pour nous, le fait déjà de voir le début des travaux, c'est assez important, mais aussi surtout de veiller à ce que l'exécution soit comme on le souhaite pour qu'on puisse s'accorder sur l'ensemble de tout ce qui va être fait à ce niveau-là. Tout compte fait, le compte à rebours est lancé. Dans 2 ans, c'est à partir d'ici que la radiodiffusion télévision du Burkina déploiera ses ailes sur le Burkina et le monde entier. La radiodiffusion télévision du Burkina qui se veut plus proche de ses téléspectateurs et auditeurs. Elle est représentée ainsi que d'autres médias publics et privés à un atelier initié par le Parlement. L'Assemblée nationale veut renforcer les connaissances de ces hommes et femmes de la presse sur le traitement de l'information parlementaire. On en sait plus avec Drissa Traoré et Rachid Savadogo. 48 heures pour renforcer les capacités des journalistes sur le traitement de l'information parlementaire. Cela se passe à Bobo-Dioulasso. Cette formation à l'endroit des hommes des médias est l'aboutissement d'une promesse du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, lors de sa visite de travail en septembre dernier dans les Hauts-Bassins. Notre attente est que, à l'issue de cette formation, les médias soient outillés pour faire en sorte que les missions de l'Assemblée soient connues. Les missions, les activités parlementaires et aussi faire connaître les différentes lois qui sont votées pour que ces lois soient connues des populations et des citoyens pour faciliter bien sûr leur mise en œuvre. Ce séminaire porte sur le travail parlementaire, certes, mais il intègre également des modules tels le plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale, les genres journalistiques et le traitement de l'information en situation de lutte contre le terrorisme. C'est une formation, je dirais, à point nommé, vu que il y a beaucoup de journalistes qui ont du mal à traiter l'information concernant l'Assemblée nationale. Donc je pense que les rudiments qu'on va recevoir ici, ça va nous permettre vraiment de traiter les informations concernant l'institution. Ce que je souhaite, c'est que les gens participent vraiment, qu'ils restent dans la salle, qu'ils suivent, qu'ils contribuent et ensemble, les échanges d'expériences, ça permet de grandir, ça permet d'apprendre avec les autres et c'est en cela qu'on est plus professionnel parce que même si on est parti à une école de formation, ces genres de formation aussi avec les confrères, on apprend toujours quelque chose. Ils sont une soixantaine à prendre part à cet atelier. Des journalistes venus des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Retour à la mère patrie pour 8 enfants victimes de traite. L'histoire commence le 28 novembre dernier en Côte d'Ivoire
où ils ont été interceptés. Et depuis, les tractations se sont menées entre les deux pays voisins pour organiser leur rapatriement. Âgés entre 14 et 18 ans, ces enfants, tous de sexe masculin, avaient pris la route pour la Côte d'Ivoire afin d'y travailler. Dans la foulée, 3 adultes ont été interpellés. Ils sont considérés comme passeurs et complices dans cette traite. Siedi Larien et Abdul Rasmane Zongo nous donnent des précisions. On leur avait, eux, promis monts et merveilles, on leur avait, eux, prédit que le meilleur est ailleurs en Côte d'Ivoire, et pourtant, eux, ces 9 enfants burkinabés, victimes de traite sans le savoir et sans le vouloir, vont vite déchanter. Leur histoire de gain facile, plutôt, leur film a tourné court, et voici le dernier épisode. Retour ce 28 décembre au Burkina natal. J'étais parti en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent. Comme on n'a pas pris de temps là-bas, on n'a pas encore gagné de l'argent. Je suis contente de venir au Burkina parce que je ne savais pas que le travail n'était pas bon. J'ai cherché l'or, je n'ai pas bien passé. Ils étaient promis à un prétendu avenir radieux sur les sites d'orpaillage à Man en Côte d'Ivoire, zone frontalière avec le Libéria. Et ils ont été interceptés en novembre dernier à Aboisseau, et un enfant a fait une fugue. Les 8 autres ont pu rentrer, à la grande satisfaction des parents qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Les passeurs également ont été épinglés. Nous allons garder ces enfants dans nos centres d'accueil d'urgence déjà pour voir un psychologue, pour voir établir l'état psychologique, parce que si on les ramène, c'est sûr qu'ils vont repartir parce qu'ils sont partis consentants. Et après ça, nous allons faire un projet de vie pour chacun. Vous savez qu'ils seront mis dans le même programme que les enfants en situation de rue. Donc nous allons les envoyer dans les centres de formation et puis les aider à trouver une formation afin qu'ils puissent s'épanouir ici. Pour le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, dont l'un des combats reste justement la lutte sans pitié contre les violences faites aux enfants, la vigilance, la sensibilisation et au besoin la répression doivent rester constamment de mise pour lutter efficacement contre la traite infantile. Et ces jeunes, eux, sont au Burkina dans un cadre légal. C'est pour marquer leur attachement aux valeurs de paix et de cohésion. Ils viennent des pays voisins, mais aussi de tout le Burkina pour prendre part à une marche dédiée à la paix. L'activité qui a eu lieu ce matin s'inscrit dans l'agenda de la communauté musulmane Ahmadiyya, née en Inde au 19e siècle. Issaka Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiré pour le compte-rendu. Une marche pour la paix et le civisme, les jeunes de la communauté musulmane Ahmadiyya du Burkina battent le pavé dans les rues de Ouagadougou ce matin. De la place de la Nation au rond-point des Martyrs, ces jeunes réaffirment à travers cette marche leur attachement à la paix et à la cohésion nationale. L'événement se veut aussi une campagne de sensibilisation sur les valeurs patriotiques. Cette marche, c'est la marche pour la paix et le patriotisme. Je dirais que la jeunesse de la communauté islamique Ahmadiyya est une jeunesse très dynamique et qui porte des valeurs, des vraies valeurs républicaines. Nous voulons sensibiliser toute la jeunesse du Burkina Faso et les jeunes de la Jamaat islamique Ahmadiyya en particulier à un retour vers les valeurs républicaines, à un retour vers donc, les valeurs patriotiques. Parce que nous nous sommes dit que l'amour pour sa patrie fait partie de la foi. Ce n'est pas parce qu'on est d'une communauté religieuse qu'on ne doit pas s'intéresser à la patrie. L'amour pour sa patrie fait partie de la foi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la situation aussi bien sécuritaire, sociale qu'économique que du Burkina, mais de toute façon de toute l'Afrique est difficile. Nous pensons que c'est en sensibilisant la jeunesse à un retour vers ses valeurs patriotiques. Quand un jeune aime sa patrie, il est prêt à se tuer pour cette patrie. Travailler dur pour évoluer économiquement, socialement et défendre aussi la production. La première des choses déjà annoncée, c'est une marche pour la paix. Pour la paix, déjà nous restons très sensibles à cela. Et secondo, il faut dire que déjà quand on parle de marche, il y a le sport. Et vous savez que le sport, facteur de santé, déjà c'est une très bonne chose. Près de 2000 jeunes venus de 13 régions prennent part à cette marche. Cette marche fait partie d'une série d'activités dont le football, les prêches, des lectures du Coran. Elle reconnaît la participation de délégations venues de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana. Et ces valeurs sont identiques à celles prônées par l'AEMB, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, compte les renforcer à travers des actions. Elles seront conduites par une nouvelle équipe pour les 2 années à venir. Lassina Ouattara et Draman Guéné nous la présentent. Seydou Kaliga, c'est lui le nouveau président du bureau exécutif de l'AEMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. Le Saint-Coran, les textes de l'association,
le turban, le bâton de commandement et le président est investi de tous les pouvoirs pour les 2 ans d'engagement. C'est de renforcer et consolider les acquis de nos aînés et travailler avec de nouvelles idées pour faire avancer ces acquis. Les associations sont devenues comme des partis politiques, mais jusqu'à présent au niveau des AIMB, on n'a pas entendu des problèmes entre eux. C'est des gens qui sont soudés, qui travaillent sincèrement au service de l'islam, au service de leur pays. Donc c'est un devoir des chefs religieux de notre pays, en tant que parents aussi, leurs parents, de les encourager dans ce sens. Le bureau sortant, quant à lui, se réjouit des résultats atteints. Il met à son actif plusieurs activités de formation, la construction de la maternité de l'association, celle du complexe scolaire. Et le plus grand projet de la structure, qui est le Centre culturel islamique de l'AMB, qui est un projet qui est évalué à hauteur de 810 millions. Nous sommes arrivés à une étape où les travaux étaient stoppés par manque d'argent. Et grâce à Dieu, on a pu relancer les travaux et poursuivre les travaux jusqu'à la finition des grosses œuvres et même commencer la finition des travaux. Devant un parterre de militants venus des 45 provinces du Burkina, le nouveau bureau, fort de 17 membres, prête serment de respecter les idéaux de l'islam et de l'AEMB. Elle est achevée, la mosquée de la commune de Niango, dans la province de Boulgou, région du centre-est. L'infrastructure a été inaugurée hier vendredi en présence du président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Yacouba Gamene et Tanga Kafando. À l'appel du muezzin, c'est désormais ici, dans cette mosquée flambant neuve, que les fidèles musulmans de Niago, dans le Boulgou, feront la prière du vendredi. Une mosquée construite à l'initiative de El Hadj Mohamed Tiem Touré, avec la contribution des bonnes volontés. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont contribué pour l'atteinte de l'objectif. Nous souhaitons que cette mosquée raffermisse la foi des musulmans et qu'elle contribue à élever l'islam dans notre communauté. La cérémonie d'ouverture se tient sous l'autorité spirituelle de El Hadj Aboubakar Sana, imam de la grande mosquée de Ouagadougou, représenté, et le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Nous avons dit également qu'il n'y a pas que les mosquées que nous pouvons parrainer. Et donc nous l'avons dit clairement, que ce soit une église, un temple ou quelque chose de ce genre, nous sommes prêts parce que nous sommes là pour tout le peuple burkinabé et tout le peuple burkinabé qui nous a élus. Donc nous ne faisons pas de distinction par rapport à l'appartenance politique ou religieuse de tout un chacun, qui nous rassemble du moins parce que nous sommes burkinabés. Débuté le 7 décembre dernier, la construction de la mosquée a pris une année. Débuté le 7 décembre dernier, la construction de la mosquée a pris une année. Elle a une capacité de 4000 places. Une infrastructure qui va raffermir la foi des fidèles musulmans de Niago. Une journée placée sous le signe du partage. Les plus démunis ont eu le sourire aux lèvres grâce à une initiative renouvelée par le Centre international d'évangélisation Tabernacle Bethel Israël. Des milliers de personnes vulnérables ont été recensées dans la ville de Ouagadougou par le centre qui leur a distribué des vivres et des dons pour passer dans la quiétude les derniers moments de l'année. Isiaka Oudraogo et Estelle Judith Sokba. Cette période des fêtes rime avec solidarité et partage. Au Centre international d'évangélisation Tabernacle Bethel Israël, la tradition a été respectée. Une journée de compassion a été célébrée au profit des personnes en situation difficile. Et pour la circonstance, les fidèles chrétiens ont communié avec leurs invités spéciaux. Prières, louanges, adoration et partage ont été les temps forts de cette journée. Autour de nous, autour des églises, tant autour des églises que de nos maisons, les pauvres étaient là, ne sentaient pas. Donc nous avons décidé, il y a une dizaine d'années, de transformer cette période de Noël-là en journée de compassion, qui permettra de faire appel aux uns aux autres pour partager avec eux. Pour les initiateurs de cette journée, Christ est venu partager avec l'humanité et il était de leur devoir d'en faire autant sans aucune discrimination d'ethnie, de race et de religion. Et chaque bénéficiaire reçoit ainsi un présent qui lui permettra de bien fêter. Vous savez, nous donnons à chacun, comme vous avez vu l'échantillon, il y a du riz, il y a une couverture, il y a souvent de l'argent pour essayer que les gens puissent préparer et tout.
Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui est là, que l'Église entière donne volontairement pour que nous puissions partager ça aux personnes, pour que cette période de Noël, là, jusqu'au 31 décembre, ces familles-là puissent se prendre en charge, se nourrir. Le cœur rempli de joie et remercie les donateurs pour le geste. Des représailles rapides et surtout violentes au lendemain de l'attaque contre des touristes au pied des pyramides de Gizeh. Les autorités égyptiennes affirment avoir tué 40 terroristes. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur confirme que des raids donc ont été menés contre les combattants djihadistes présumés à Gizeh qui planifiaient une série d'agressions contre le secteur du tourisme, des églises de culte chrétien et des forces de sécurité. Au lendemain de l'attentat meurtrier de vendredi en Égypte contre un bus de touristes vietnamiens, les forces de sécurité ont annoncé avoir tué 40 djihadistes présumés lors de plusieurs raids dans la banlieue du Caire et dans le nord Sinaï. Ces représailles ont été ordonnées juste après l'attaque de vendredi contre des bases du groupe État islamique. Le ministère égyptien de l'Intérieur indique que les suspects planifiaient une série d'attaques. Vendredi, près des pyramides de Gizeh, 3 Vietnamiens et leur guide ont été tués lors d'une explosion. 10 autres voyageurs ont été blessés. Depuis février dernier, les forces de sécurité mènent une offensive contre Daesh à l'est du pays, où environ 500 djihadistes ont été tués selon l'armée. Les attaques se sont multipliées dans le pays depuis 2013, en particulier contre les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte. L'attaque de vendredi soir, elle, n'a toujours pas été revendiquée. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.